il a passé 3 jours seul, perdu, dans l'Himalaya. Jean-David Blanc a survécu à un accident qui aurait pu être dramatique, un accident de paramoteur au Népal. Il a fait de cette expérience un livre qui vient de paraître. 3 jours au Népal. Le livre est publié chez Robert Laffont. Bonjour Jean-David Blanc. Bonjour. Chef d'entreprise, fondateur d'Allociné notamment, passionné de pilotage de paramoteur. Et c'est comme ça que commence votre récit d'ailleurs. Vous êtes au-dessus du Népal, en plein mois de janvier. Il faut expliquer en quelques mots ce qu'est un paramoteur d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas. Un paramoteur, c'est un tout petit ULM, un ultra léger motorisé. C'est un parapente avec un moteur dans le dos, ce qui permet de décoller du sol plutôt que de se jeter d'une montagne. Et en général, d'ailleurs, on vole dans les plaines plutôt que dans les montagnes. Là, vous êtes dans les montagnes, au milieu des montagnes et au milieu de la brume aussi, en plein hiver népalais. Il faut rappeler qu'il était organisé un voyage paramoteur au Népal. On est parti une dizaine de pilotes. Et on a passé 10 jours à voyager au travers du Népal, à visiter le Népal par les airs, en volant avec le paramoteur. Et le dernier vol qui était organisé par l'organisation consistait à survoler l'Annapurna, qui est une des montagnes de l'Himalaya. C'était le premier et le seul vol en direction des montagnes. Mais ce matin-là, une petite brume qui s'est densifiée et qui, une fois arrivé à 3000 mètres d'altitude, est devenue complètement un brouillard gigantesque. Vous êtes seul à ce moment-là? À ce moment-là, je suis seul. Les autres pilotes, je sais pas où ils sont. Et je vois plus rien du tout. Impossible. Rien. Rien. C'est comme piloter une voiture avec un bandeau sur les yeux. Sauf au dernier moment où vous voyez face à vous une montagne. Face à moi, une montagne. Elle était à peut-être 10 mètres. Impossible de l'éviter. Je la percute de plein fouet. Et alors? Je tombe sur un buisson. Je percute la montagne et plutôt que de chuter, j'étais à 3000 mètres, plutôt que de chuter, par chance, il y avait un buisson qui me retient. Ça, c'est une chance gigantesque. C'est une chance hallucinante et je suis absolument pas blessé. Que se passe-t-il à ce moment-là? La voile retombe tranquillement sur le buisson, les suspentes me chatouillent un peu partout et me voilà accroché comme sur un arbre perché sur le flanc d'une montagne où je vois rien de ce qui se passe ni au-dessus, ni en dessous, ni à droite et à gauche. Quel est votre premier réflexe, Jean-David Blanc? C'est de vérifier que j'ai rien de cassé. Et puis ensuite, c'est d'alerter mes camarades. Quel matériel avez-vous avec vous? J'ai mon téléphone, une radio et un GPS. Je regarde les coordonnées GPS et je décide plutôt que de les appeler par téléphone, de leur envoyer l'information par SMS. Quelques minutes plus tard, je reçois un retour en me disant, qui me dit, on a vu où tu étais, on essaye de venir te chercher, mais t'es visiblement inaccessible parce que t'es comme sur un balcon sur le flanc d'une montagne à pic. L'idée, c'est de vous envoyer un hélicoptère. L'attente commence. Vous devez prendre votre mal en patience. Et vous maintenez le contact régulièrement par SMS avec vos amis? Par SMS, puis par radio. Mais l'après-midi touche à sa fin. La nuit commence à tomber. Et on est en mois de janvier, à 3000 mètres d'altitude dans l'Himalaya. Et vous comprenez que l'hélicoptère ne viendra pas vous chercher avant le lendemain? Et on m'explique qu'effectivement, la visibilité est trop bouchée. Les hélicoptères ne viendront pas. Que faites-vous à ce moment-là? Je cherche un endroit où m'asseoir, parce que j'étais quand même retenu par mes bras et par mes jambes. J'escalade la montagne et je trouve un arbre qui sortait de la montagne. Je m'assois dessus à califourchon avant de trouver derrière un petit espace sur lequel je peux me reposer. Vous avez très froid, très froid même, et vous vous dites, je vais essayer de faire du feu. J'essaie de rassembler ce qui pouvait être des branchages gelés ou des morceaux de feuillage que je pouvais trouver autour de moi, mais j'avais pas de briquet ou d'allumettes. Je fais pourtant l'inventaire de ce que j'avais et je réfléchis que mon paramoteur pouvant être démarré, c'est qu'il y avait une batterie. Je vide un peu d'essence, du peu d'essence qui restait dans la machine sur le bois mort, et avec le court-circuit généré par la batterie, j'arrive à faire du feu. Vous arrivez à faire un feu qui vous tient au chaud ou un peu au chaud pendant quelques heures, hein, malgré le grand froid autour de vous. La nuit passe, elle est très longue, et pendant la nuit, dans votre tête, vous faites des gammes. La seule façon, très vite, il y a plus de bois à brûler, il y a plus rien à brûler, il y a plus de feu. Donc le froid commence à être extrêmement violent. Et la seule façon de penser à autre chose, c'est effectivement je fais par ailleurs de la musique, de penser à des gammes, d'essayer de faire un peu de solfège dans ma tête. Et puis très vite, je me rends compte que ça fonctionne pas. Le matin arrive, vous reprenez contact avec vos amis et vous comprenez là aussi que le sauvetage n'est pas pour tout de suite.
Visiblement, ils pensaient envoyer un hélicoptère, mais très rapidement, je me rends compte qu'ils vont pas venir. En tout cas, pas tout de suite. Mais surtout, les batteries de ma radio et de mon téléphone tombent à plat, et donc j'ai plus aucun moyen de communication. C'est-à-dire que là, vous êtes complètement seul, mais absolument seul. Ah là, on se sent vraiment très seul quand on est coupé du monde. Ouais. Vous avez le temps d'envoyer un dernier SMS. Forcément, on pense, je vois que la batterie est en train, vous savez, ça clignote juste avant de s'éteindre, et je me dis, j'ai la possibilité d'envoyer un dernier message. À qui je vais l'envoyer? Évidemment, je l'envoie à ma fille. Et vous lui dites? Je t'aime. Et vous prenez à ce moment-là, Jean-David Blanc, une décision très importante qui va engager l'avenir. Vous n'attendez pas les secours, vous décidez de vous sauver vous-même. J'attends 1 heure ou 2, on m'avait dit, le dernier message qu'on m'avait donné, c'était que les hélicoptères devaient arriver à 8 heures. Finalement, il est 10 heures, presque 11 heures. Je sais que la nuit tombe à 17 heures. Et je me dis que je vais descendre la montagne et finalement trouver un village, une route, quelque chose en bas de la montagne. Donc à 11 heures, ne voyant rien venir, je décide d'essayer de tenter l'escalade et descendre vers la vallée. Et là, c'est un périple incroyable, parce que vous descendez vers la vallée, au milieu des branches, la forêt est de plus en plus dense, ça devient une jungle. Vous arrivez dans la vallée. Et d'un seul coup, je me trouve face à un précipice, et face à moi, des dizaines de montagnes. Et vous vous dites? Que l'Himalaya fait 3000 km de long et 500 de large, et que visiblement, je m'étais juste enfoncé dans l'enfer, quoi. Que vous vous êtes piégé vous-même. Que je m'étais perdu. Que vous n'auriez pas dû quitter l'abri que vous aviez trouvé. Je sais pas si les secours auraient pu venir, j'ai su plus tard qu'ils sont finalement venus 1 heure après, mais que effectivement en prenant cette décision, j'avais pris une décision qui pouvait être fatale. Ouais. Vous décidez à ce moment-là, Jean-David Blanc, de continuer, de marcher malgré les obstacles, et puis soudain, plus tard, beaucoup plus tard, après une nouvelle nuit encore, là dans cette nature, vous apercevez un champ. Au loin, une vingtaine de kilomètres sur une montagne en face, je vois quelque chose de carré, quelque chose qui était pas naturel visiblement, qui pouvait être qu'humain. Et je me dis, c'est forcément la civilisation, c'est forcément des humains qui ont fait ce champ, ce carré. Donc mon obsession, c'est de me diriger vers ce champ. Vous y allez, des heures encore de marche malgré la fatigue. 2 paysans népalais avancent vers vous. Et c'est le premier contact avec l'espèce humaine, ouais. Et là, vous êtes sauvé, vous retrouvez ensuite vos amis, vous le racontez également dans le livre. Avec le recul, que vous dites-vous aujourd'hui? C'est très drôle. Le phénomène qui se passe, c'est qu'une fois qu'on est sorti de là, on revient à la vie normale, et ce qu'on a vécu ressemble un peu à un film. On se demande si on l'a vraiment vécu. Est-ce que vous vous en voulez? Vous avez pris des risques, vous avez failli y passer, vous l'expliquez? L'accident, non, parce que c'est un accident, bon, forcément. Mais après, la décision d'avoir quitté l'endroit, oui. Il faut jamais quitter un endroit quand on est échoué. Jean-David Blanc, 3 jours au Népal, récit étonnant,